Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. La dernière partie du cours du produit sanguin sera intitulée sur les médicaments dérivés du sang. Mais avant cette dernière, on va voir les indications de ces produits sanguins labiles qui sont indiqués ou bien qui sont résumés dans ce tableau. Toujours, vous allez trouver tous les supports dans la description. Toujours, je vous invite à abonner afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et toujours, je demande votre part un maximum de j'aime et maximum de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, concernant le CGR, le concentré globulaire rouge, c'est pour améliorer une anémie, mais faites attention, elle dépend de la tolérance de l'anémie, le taux d'albumine et bien sûr la vitesse d'installation. Ça, c'est pour les concentrés globulaires rouges. Et pour le concentré ou bien plaquettaire ou plasma frais congelé, ils sont à administrer pour restaurer un hémostase et éviter les complications hémorragiques. C'est mieux illustré, ou bien c'est mieux résumé dans le tableau. Donc l'objectif du concentré globulaire rouge, c'est de prévenir et corriger l'anémie et améliorer le transport d'oxygène bien sûr. À retenir un CGR, un concentré globulaire rouge, ça c'est à retenir, va augmenter un taux d'hémoglobine d'environ 1 à 1,5 g pour décilitre, selon le poids du patient. Faites attention, si un patient qui est anémique à 7, prenons l'exemple, on nécessite 3 CGR, 3 concentrés globulaires rouges, afin d'augmenter son taux d'hémoglobine de 3 jusqu'au 4. Je répète, un concentré globulaire rouge va augmenter un taux d'albumine de 1 g jusqu'au 1,5. Ça, c'est à retenir. Donc, on peut vous poser, dans un cas clinique, de calculer combien nécessite un patient qui est anémique, bien sûr, qui ne tolère pas son anémie. Bien sûr, on transfuse en cas d'intolérance. Donc, à retenir, gardez-vous en tête, un concentré globulaire rouge va augmenter le taux d'albumine entre 1 et 1,5 g. Donc, et vous pouvez calculer maintenant. Toujours on garde un taux d'hémoglobine inférieur à 7. Donc ça, c'est la transfusion le plus souvent. Généralement, le maximum ou bien la plupart des patients ne tolèrent pas l'anémie au-delà ou bien inférieur à 7 grammes par décilitre. J'ai un patient qui est anémique, mais entre 7 et 10, c'est l'évaluation clinique. Je répète, on transfuse à le kilo globulaire rouge, le risque d'immunogénicité, ça, on avait vu dans la précédente partie, dans la deuxième partie, où on a abordé les CGR et les sang total. C'est très immunogène, les risques transfusionnels sont très immunants. Entre 7 et 10 grammes, c'est l'évaluation clinique. Si un patient tolère bien son anémie, qui est à 8, donc on transfuse. On veut garder contre un taux d'hémoglobine entre 8 et 9 dans un bilan préopératoire, ou bien dans un caractère, ou bien dans un contexte préopératoire, si ce patient-là, il a des antécédents cardiovasculaires. Vous voyez, un patient sain, il peut tolérer jusqu'au une anémie de 7. Chez un patient, 7 et 10, c'est la tolérance qui va juger est-ce qu'on transfuse ou pas. Mais chez un patient dans les antécédents cardiovasculaires, un patient qui est en préopératoire, on veut garder un taux d'hémoglobine entre 8 et 9. Et dernièrement, pour un patient qui a un syndrome coronarien aigu, donc on ne veut pas que le taux d'hémoglobine va baisser au-delà de 9. On va le garder entre 9 et 10 grammes en cas de syndrome coronarien aigu. Et je répète, un concentré globulaire rouge va augmenter selon le poids du patient, bien sûr. Le taux d'hémoglobine entre 1 et 1,5, ça c'est à retenir. J'espère que c'est clair pour l'indication du CGR. Pour un concentré plaquettaire ou du plasma frais congelé, donc ils vont contribuer à l'hémostase et à la coagulation. Un concentré plaquettaire, les plaquettes, c'est elles qui sont responsables pour l'hémostase primaire. Ça, on va aborder avec détail dans la physiologie de l'hémostase. Les produits via la plasma frais congelé. Donc, je répète, c'est les facteurs de coagulation qui nous intéressent le plus souvent. Et ils sont elles qui vont garder ou bien qui sont responsables à la coagulation.
Donc, concernant le concentré plaquettaire, notez bien, une unité pour 7 à 10 grammes du poids. Donc, un patient, cette dernière, je répète, elle va augmenter chez notre patient le taux de plaquettes de 20 000 plaquettes par millimètre cube. Le taux normal du plaquette, il est situé entre 150, je répète, et 450. Donc, chaque unité, elle va augmenter, ça c'est à retenir, le taux de plaquettes de 20 000. Si on veut augmenter le taux de plaquettes de 100 000, donc vous pouvez faire le calcul. Ce patient-là, notre patient, il nécessite 5 concentrés plaquettaires afin d'augmenter leur taux de plaquettes de 100 000. Donc, chaque unité de concentré plaquettaire, elle va augmenter, ça c'est à retenir, le taux de plaquettes par 20 000 plaquettes éléments par millimètre cube. Donc, on administre 100 grammes par litre de concentré plaquettaire en cas d'hémorragie qui est active, en cas de neurochirurgie ou en cas de traumatisme crânien. On administre juste 50 grammes par litre devant un geste qui est invasif, ou bien un acte qui est préventif, et on administre 10 à 20 grammes par litre dans un contexte qui est dit médical. Donc l'indication, c'est selon le contexte, mais gardez-vous en tête qu'un concentré plaquettaire, une unité de ce dernier, va augmenter un taux de plaquettes à 20 000 éléments par millimètre cube, selon le poids, bien sûr. Dernière indication, c'est la plasma frais congelé. Et elle est à administrer ou bien à transfuser dans un syndrome hémorragique. Donc, dans des anomalies d'hémostase qui sont sévères ou bien qui sont avérées biologiquement. Donc, on administre, ça c'est à retenir, un plasma frais congelé devant un taux de plaquettes qui est inférieur à 50 grammes par litre. Ça, c'est la première indication du PFC. Deuxièmement, devant un taux de fibrinogène qui est inférieur à 1 gramme par litre ou un taux de prothrombine qui est inférieur à 40% et un taux de céphaline, kaoline, tout ça, on va aborder dans le cours hémophilie qui est situé entre 1,5 ou 1,8 fois de la valeur témoin. Donc, je répète les indications du plasma frais congelé, c'est le risque hémorragique sévère, un taux de plaquettes inférieur à 50 grammes par litre, un taux de fibrinogène inférieur à 1, et c'est grave. Le taux normal de fibrinogène est situé entre 2 et 4. Je répète tout ça, on va aborder dans le chapitre d'hémostase et de coagulation, ou bien un taux de prothrombine inférieur à 40%. Et certains syndromes microangiopathie thrombotique, par exemple. Et à retenir, ça c'est le plus important, 1 mg par kilogramme de plasma frais congelé, ça c'est à retenir, il augmente en moyenne le taux de prothrombine, le TP, de 1%. Donc si on veut augmenter, ça c'est à retenir, un taux de prothrombine de 10%, on nécessite 10 millilitres par kilogramme, bien sûr, de plasma frais congelé à administrer chez un patient. Ce dernier, il est à multiplier par le poids corporel. Donc, chez un patient qui pèse plutôt 70 kg, on nécessite, si on a donné l'exemple de 10%, on nécessite 10 millilitres par kilogramme. Cette dernière, elle est multipliée fois 70 et on va obtenir 700 millilitres de plasma frais congelé dans ce cas. Donc, on peut vous donner ce calcul, c'est très facile, c'est 1 millilitre par kilogramme par de plasma frais congelé pour augmenter un TP de 1%. Donc, le reste, tout, c'est juste des calculs. Donc, à retenir, après cette plaque, un concentré globulaire rouge augmente le taux d'hémoglobine entre 1 et 1,5 selon le poids. Une unité de concentré plaquettaire, elle va augmenter un taux de plaquettes de 20 000. C'est ce que vous êtes censé de garder d'après ce tableau. Et 1 millilitre par kilogramme toujours de plasma frais congelé, elle augmente le TP, le taux de prothrombine. C'est le paramètre qui nous intéresse, surtout en hémostase ou bien en coagulation, devant un syndrome hémorragique
va augmenter ce dernier de 1%. Donc, 1 millilitre par kilogramme pour une augmentation de TP de 1%. Et le reste, c'est juste du calcul afin de calculer quelle dose ou bien de quel volume notre patient nécessite soit un CGR, soit un CP, soit du plasma frais congelé. Donc j'espère que c'est clair pour les médicaments dérivés du sang, plutôt aux produits sanguins labiles. Avant de conclure ce cours, on va voir les médicaments dérivés du sang. J'espère que c'est clair pour les produits sanguins labiles. Dernièrement ou bien avant-dernier titre, c'est les médicaments dérivés du sang. Ce sont soit les facteurs de coagulation, c'est le plus important le constituant le plus important dans le plasma frais congelé. C'est pour cela qu'on a insisté sur la décongélation qui doit être progressive en cas de plasma frais congelé. Cette dernière doit être progressive jusqu'aux 20 minutes. Ou bien on peut donner des immunoglobulines, albumine ou en certains cas des cols, même des cols biologiques qui rentrent dans le domaine ou bien dans la catégorie des médicaments dérivés du sang. Donc, premièrement, les facteurs de coagulation. Donc, on dispose du facteur 8 qui est indiqué en cas d'hémophilie A, du facteur 9 qui est indiqué en cas d'hémophilie B, le facteur de von Willebrand, donc en cas de trouble d'hémostase primaire, le facteur de von Willebrand, tout ça on va aborder dans le chapitre de l'hémostase. On dispose aussi de fibrinogène qui est indiqué en cas d'hémorragie par anomalie de fibrinogène. La posologie de cette dernière du fibrinogène, c'est de 1 g par 20 kg du poids. Ou bien, on peut administrer les facteurs de coagulation dans la forme qui est combinée. Là, on est en train de parler de PPSB. Ça suit du facteur de von Willebrand. Ça suit du fibrinogène. Et là, on peut doser ou bien on peut transfuser les facteurs de coagulation sous forme composée. C'est le cas du PPSB qui est constitué de facteur 2, facteur 7, facteur 9 et facteur 10. Si vous avez noté, ces derniers facteurs, ils sont vitamino-dépendants. Vitamino-K dépendant. Donc, c'est le PPSB qui est à administrer en cas de troubles de coagulation qui sont liés à un trouble d'absorption ou bien une anomalie de la vitamine A. Donc, il est à administrer comme traitement ou comme prévention des accidents hémorragiques qui sont liés à un déficit, je répète, en vitamine K ou surdosage en antivitamine K. Donc, gardez-vous en tête le PPSP, les facteurs ou bien 2, 7, 9 et 10 qui sont vitamino K dépendants. Donc, ils sont à administrer dans un composé direct. Et ce sont le traitement du déficit aussi constitutionnel en facteur 2 et en facteur 10. Donc, premièrement, les facteurs de coagulation qui sont le constituant le plus important du plasma frais congelé. Premier médicament dérivé du sang, c'est les produits ou bien les facteurs de coagulation selon l'indication. Deuxièmement, comme médicament dérivé du sang, on a des immunoglobulines. Donc, on peut administrer des immunoglobulines. Ces dernières peuvent être polyvalentes ou spécifiques. En cas d'un patient qui a une immunodéficience, on peut administrer les anticorps. Donc, c'est le cas des immunoglobulines dans la forme dite polyvalente. Ou bien parfois, ces dernières peuvent être spécifiques. L'exemple là le plus fréquent, c'est l'anti-D. Donc, c'est l'anticorps anti-rhésus qui est à administrer pour éviter la réaction hémolytique, l'anémie hémorragique du nouveau-né qui est due à une immunisation. Tout ça, on va aborder avec détail dans l'hémostase de la femme qui est de rhésus négative contre le fœtus qui est de rhésus positif. Donc, une femme de rhésus négative pour prévenir, éviter l'immunisation du rhésus contre le rhésus chez le fœtus et du nouveau-né. On va administrer du facteur ou bien de l'anti-D
qui est un médicament dérivé du sang et appartient des immunoglobulines. Dans cette dernière, ils sont spécifiques aux antigènes T pour, je répète, limiter l'immunisation contre le rhusus. Aussi, on peut donner des vaccins. C'est le cas de l'antigène anti-HBS dans la forme intramusculaire. Il sert, je répète, comme une vaccination contre l'hépatite. Je vous invite à consulter la playlist de pédiatrie où on a parlé des vaccinations avec détail et on a abordé le vaccin anti-hépatique, anti-rabique. On peut utiliser aussi même des immunoglobulines, la sérothérapie contre le tétanos et même les immunoglobulines contre le virus de la rage. Là, on est en train de parler de sérothérapie. Donc, soit un antigène anti, ou un anticorps anti-D pour éviter la réaction de l'immunisation de la mère contre son fœtus. Parfois, ce sont des vaccinations comme l'anti-HBS, ou bien parfois c'est de la sérothérapie. Ces immunoglobulines-là peuvent lutter contre le tétanos. C'est l'immunisation passive, gamma-tétanos, ou le cas de sérothérapie en cas de morsure d'un chien rabique. C'est le vaccin anti-rabique, c'est la sérothérapie anti-rabique. Donc tout ça, ce sont des médicaments dérivés du sang. Donc tout ce qui est extraire du plasma frais congelé, je répète, qui est le produit, ou bien qui est la matière première de la synthèse de ces dernières, il est considéré comme médicament dérivé du sang. L'albumine lui-même, donc ça c'est l'immunoglobuline, les antibiotiques monoclonales, et là c'est l'albumine. L'albumine aussi à retenir, elle est considérée comme un médicament dérivé du sang. Donc l'albumine c'est un médicament. Donc peut être administré soit dilué, c'est l'albumine, ou bien dans la forme iso-oncotique, 4% ou concentré. C'est un très bon liquide de remplissage. Donc, je répète, un patient qui a perdu des macromolécules, donc ça c'est la physiologie ou bien la physiopathologie du choc hypovolimique, il nécessite une transfusion de gros molécules. On parlera de protéines. Lorsqu'on parlera de protéines, on dit plasma frais congelé. Lorsqu'on dit PFC, on parlera de médicaments dérivés du sang et c'est le cas de l'albumine. C'est un très bon liquide de remplissage, mais il est très cher. Il est à administrer dans les troubles hépatiques en cas d'insuffisance hépatique chronique, en cas d'hémorragie sévère, en cas d'excès de fuite, en cas d'insuffisance rénale. Donc, notez bien, l'albumine aussi, tout ce qui est extrait du plasma, il est considéré comme un médicament dérivé du sang. Donc, si on vous pose la question, parmi les facteurs suivants, quels sont, qui sont représentés ou bien qui sont des médicaments dérivés du sang, donc tout ce qui est facteur de coagulation, quel que soit unique ou bien multiple. Tout ce qui est immunoglobuline, extraire du plasma, bien sûr, soit polyvalente, soit spécifique. N'oubliez pas l'albumine et même l'école biologique. Donc, tout ça va rentrer dans la catégorie des médicaments dérivés du sang. Donc, j'espère que c'est clair pour les médicaments dérivés du sang. Avant de conclure, on va aborder l'aspect médico-légal de la transfusion sanguine. Donc, comme on avait dit dans la première partie, c'est un acte médico-légal. Il est sous la responsabilité du médecin prescripteur, quel que soit le produit sanguin, soit plaquettes, granulocytes, plasma frais congelé, produits sanguins labiles, tout ce qu'on a abordé dans ce cours, il est considéré comme transfusion sanguine. Et c'est médico-légal et c'est sous, je répète, la responsabilité du médecin prescripteur. Ces produits sanguins ou bien cette transfusion, elle est à administrer d'un sujet sain qui est donneur vers notre patient là qui est le receveur. Notez bien, un seul donneur peut être utilisé pour plusieurs receveurs. C'est le cas de concentré plaquettaire, le cas du plasma. Un seul donneur peut transfuser ou bien peut donner des produits sanguins, quel que soit la bile, ou bien médicaments dérivés du sang, à plusieurs receveurs. Deuxièmement, notez bien que le don du sang, c'est une pratique qui est hautement réglementée. Et c'est médico-légal. Donc, cette dernière, elle doit être garantie
la sécurité, l'efficacité et ce sang qui est collecté. Donc, ce sang-là, il va être sécurisé. C'est pour éviter les infections, les réactions immunitaires, les accidents transfusionnels qu'on a abordés très prochainement. Et l'efficacité de cette dernière, il est dû aux conditions de préservation ou bien de conservation. Donc, ça sert à rien d'administrer du plasma frais congelé qui a été thermo. Cette dernière, elle est thermolabile. Ça sert à rien d'administrer du plasma frais congelé si elle a eu, bien, elle a été en contact avec de la chaleur. Tous les protéines vont être altérées. Donc, on doit assurer la sécurité contre les infections, l'efficacité, surtout les protéines, et bien sûr le délai de conservation et de transfusion de tout produit sanguin labile qu'on a abordé. Ces composantes, elles sont utilisées comme éléments irremplaçables dans la médecine transfusionnelle moderne. Et en Algérie, la transfusion sanguine, elle est réglementée par les textes réguliers qui sont dans l'arrêté, ça on avait parlé précédemment, du 24 mai 1998. Donc c'est totalement réglementé en Algérie pour garantir la sécurité et l'efficacité de la transfusion. Notez bien que d'après l'indépendance de 1962 jusqu'aux années 90, en Algérie, il existe que les centres de transfusion ou bien organisation de transfusion, elle a été limitée à 3 wilayas. C'était à Alger, Oran et à Constantine. Mais elle a évolué. En 1995, l'Agence nationale du sang, l'ANS, elle fut créée suite au décret de 9 avril 1995. Oui, en 1996, c'est là où on a noté l'évolution significative de la transfusion sanguine dans notre pays. Le réseau transfusionnel, il a évolué. Donc, on a 152 réseaux transfusionnels avec 23 centres de transfusion sanguine et 129 postes de transfusion sanguine rattachés aux établissements publics. C'est dans les CHU, les établissements hospitaliers, les EHS et même les secteurs sanitaires. Tout ça, il a évolué selon ou bien il est régularisé d'après l'arrêté ministral du 9 novembre 1998 pour l'évolution, la création et la régularisation des réseaux transfusionnels. Et actuellement, dans notre temps, il y a 229 structures de transfusion sanguine dans les territoires nationaux. Donc, vous voyez l'évolution de ces centres, ou bien l'organisation de transfusion sanguine depuis l'indépendance jusqu'aux années 90. Et heureusement, dernièrement, on dispose de 229 structures de transfusion sanguine, qui, je répète, qui est un acte médical nécessaire, médico-légal. Elle fait partie de médecine moderne, transfusion moderne. Donc tout ça est réglé, je répète, d'après le décret de 24 mai 1998 et l'arrêté ministral du 9 novembre 1998 concernant les réseaux transfusionnels dans tous les territoires nationaux. Donc, je vous laisse à votre disposition les articles à connaître. C'est pour vous à connaître les arrêtés. Il y a l'arrêté du 24 mai 1998 avec tous ces articles. Vous pouvez les consulter dans le support toujours qui est disponible dans la description. Je vous remercie pour votre attention, chers amis, toujours. Je vous souhaite toujours le bon courage dans vos préparations. Merci pour votre attention. Je vous rencontrerai dans le prochain cours qui sera intitulé sur les accidents transfusionnels. Bon courage et à la prochaine.